Comment joue Luis Enrique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec Baptiste. Salut Baptiste, la forme aujourd'hui? La forme et toi? Bah écoute, prêt à décortiquer tout ce que fait Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Mais avant tout ça, petit point sur ce qu'on va appeler la date du jour. Ce sera récurrent à chaque début de vidéo. On parlera d'un événement marquant, d'un événement drôle qui s'est passé sur la planète football correspondant à la date de sortie de cette vidéo. C'est confus, mais vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, je vous ramène en 2003, lors d'un classico Barça-Real, une petite vidéo de Luis Enrique qui s'embrouille avec Zinedine Zidane, à ne pas piquer des hannetons, si je puis me permettre. Je vous laisse regarder. Zidane has all of the tricks, but they normally gain in yardage as he leaves behind him Puyol, and Luis Enrique, who's already been booked, is getting into a head-to-head with Zinedine Zidane, and there's some hair pulling as well, and it's all kicking off, and Zidane flew there with an elbow. Well, tempers were flaring, and Mota is being restrained by Roberto Carlos. There's a lot of pushing and shoving going on. The implications are that Carlos Puyol was caught in the face by Zinedine Zidane. And Still going on off the ball. Luis Enrique he's gone a step too far, Jerry. He's already been bucked as well, and he was the first to fly in. Juste avant de passer à l'analyse, je vais aller au tableau, j'ai le track, j'ai l'impression que je vais te faire un exposé Baptiste, j'espère que tu me mettras une bonne note. Juste un peu comme ça, 2-3 petites anecdotes un petit peu fouilles sur Luis Enrique pour que vous puissiez vous faire un petit portrait du personnage. Alors Luis Enrique, on l'a vu, c'est un entraîneur qui déteste les médias, qui a des relations très conflictuelles, on l'a vu notamment à la Coupe du Monde où il faisait ses lives sur Twitch pour éviter justement les conférences de presse qui étaient assez inédits d'ailleurs. C'est un triathlète de très haut niveau, Luis Enrique, c'est un malade de sport, je dirais, c'est même pas un passionné, c'est au-delà, c'est sport, Luis Enrique, et boulot, puisque je crois qu'à l'heure actuelle, il vit toujours au campus du PSG, il bosse, c'est un bourreau de travail et de sport. La petite anecdote, c'est quand il était au Barça, il a placé Messi sur le banc, et ça a failli lui coûter sa place. D'ailleurs, la direction du Barça a appelé Lionel Messi personnellement, lui a demandé texto, est-ce que tu veux qu'on le vire? Et Messi lui a quand même a répondu, non, je veux qu'on me laisse tranquille. Et je crois qu'une autre déclaration, Lionel Messi disait que Pep Guardiola était le meilleur entraîneur de tous, mais que Luis Enrique n'en était pas loin. Donc il a au moins le respect des grands joueurs. Et on va voir que tactiquement, Luis Enrique, c'est aussi un bonhomme qui se creuse beaucoup la tête. C'est l'heure pour moi de passer au tableau. J'ai le stress. C'est parti. J'y vais. Alors, Luis Enrique, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en ce début de saison, déjà, il démarrait par un 4-3-3, mais qui était modulable en deux dispositifs. Les deux choses qu'on a vues principalement en ce début de saison, c'est le fameux 4-2-4, avec du coup Kylian Mbappé qui se colle avec le numéro 9, qui est soit Randal Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, Vitinha ou Kangin Lee. J'arrive à le prononcer, parce que Baptiste pourrait vous le dire, j'ai beaucoup de mal avec la prononciation de Kangin Lee. Kangin Lee ou Vitinha jouent le rôle d'ailier, un petit peu, on va dire, qui jongle avec le milieu de terrain. Et donc on arrive sur cette forme de 4-2-4, c'est ce qu'on a vu principalement, en tout cas c'est avec ça que Luis Enrique a envie d'imposer de son style et a envie de jouer le plus souvent. Mais on a surtout vu aussi ce 3-2-5, qui là est beaucoup plus modulable et qui est tactiquement, on va dire, beaucoup plus important. Il utilise généralement ce 4-2-4 face aux équipes qui jouent bien sûr avec un bloc très regroupé, par exemple contre un 5 défenseurs. Et le 3-2-5 est majoritairement fait pour essayer de faire du contre-pressing et essayer du coup les équipes qui veulent presser, comme on a pu le voir par exemple le Stade de Reims qui a tenté de presser contre le Paris Saint-Germain. On a vu que ce 3-2-5 s'est mis en place dès qu'il y a un gros pressing. Donc le 3-2-5, c'est Achraf Hakimi qui lui a un rôle très important, ou Carlos Soler. D'ailleurs, c'est pas spécialement le joueur, c'est ça qui est intéressant à ce poste-là, c'est que c'est le rôle qui est vraiment très important, et on verra aussi que du coup Ousmane Dembélé n'est pas étranger à ce rôle. Donc ce 3-2-5, hop, Achraf Hakimi lui monte d'un cran. Les défenseurs, du coup, Marquinhos prend ici le couloir droit, Skriniar se met au milieu, Lucas Hernandez prend le couloir gauche. Les deux milieux de terrain, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, ou bien sûr équivalent, tout dépend de la composition. Je prends le 11 type. Vous avez ici Achraf Hakimi, j'allais dire Warren Zaïre-Emery, mais c'est normal puisque les deux permutent beaucoup. Achraf Hakimi qui lui est vraiment un électron un peu libre, qui peut tantôt jouer avec Warren Zaïre-Emery qui lui pourrait prendre et jouer plus haut, et du coup Hakimi prend sa place. Il y a une vraie permutation entre les deux. Ousmane Dembélé lui a vraiment ce rôle de mangeur de ligne et de créateur d'espace. Il revient beaucoup vers l'intérieur aussi.
On l'a vu, il revient intérieur, se met pied gauche et en général essaie de tirer. Ousmane Dembélé, lui, a ce rôle très important. Les 5 attaquants, Kylian Mbappé est là. Vitinha, toujours, prend ce rôle-là. Et ce qu'on a vu aussi vraiment, c'est qu'il y avait vraiment une ligne de 4 attaquants sur les ressorties. Un pressing qui forme vraiment une ligne, avec Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi qui, lui, vraiment se positionne en dessous. Et on a là vraiment 5 attaquants qui font un pressing constant sur les ressorties de balles. C'est ça qu'on a vu majoritairement en ce début de saison. Il y a une permutation entre le 4-2-4 et le 3-2-5, c'est ce qu'on a vu en fonction de l'équipe d'en face, en fonction du pressing, en fonction de comment l'équipe joue. Il y a une vraie modulation entre ces deux systèmes. Luis Enrique, lui, il impose son style. C'est-à-dire que même s'il est pressé, même s'il est dans le mal, il mourra avec ses idées et il jouera jusqu'au bout avec son envie de presser. Il demande énormément à ses défenseurs, s'ils ne sont pas attaqués, de porter la balle. C'est pour ça qu'on voit souvent, par exemple, une défense qui est vraiment très haute, avec un Skriniar qui est toujours en bas et Marquinhos aussi, ils sont un peu sur des lignes un peu différentes. Mais c'est vraiment Lucas Hernandez qui est le déclencheur de cette équipe balle au pied. Il monte, il n'hésite pas à monter. Et c'est avec les défenseurs, mais avec toutes les autres équipes, Luis Enrique, il a un mot, on le voit au niveau de son comportement. Dès qu'il n'y a pas de pressing, les attaquants, les défenseurs, peu importe, si tu n'as pas de pressing, tu montes, balle au pied. On sait que Luis Enrique, c'est un malade des passes. Le PSG en fait beaucoup, mais on est moins dans la caricature que l'Espagne. Je trouve, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Moins de passes un peu stériles. Alors certains diront que oui, c'est un avis qui peut s'entendre. Mais je trouve que c'est quand même un jeu qui est beaucoup moins stérile. Il y a beaucoup plus de mouvement, en tout cas. Sur les phases défensives, Achraf Hakimi redescend. Et Vitinha, lui, est vraiment, on va dire, l'électron libre qui rejoint le milieu de terrain en cas de souci, en cas de pressing. Et qui arrive à déclencher en fonction de la position de Kylian Mbappé. C'est l'élément, je pense que c'est un des éléments les plus importants. J'hésite avec Ousmane Dembélé parce qu'Ousmane Dembélé permet pleinement aux joueurs qui occupent le poste de latéral droit, qui n'est pas vraiment un poste de latéral, de s'épanouir pleinement offensivement. On voit les stats de Carlos Soler quand il occupe ce poste. Donc c'est un vrai poste et je pense que c'est Ousmane Dembélé. Je sais pas, j'hésite. Pour moi, l'homme clé de ce système, je garderai quand même Ousmane Dembélé, parce qu'on voit que Kylian Mbappé est un peu en difficulté sur ce début de saison. Mais Vitinha est vraiment la jonction entre l'attaque et le milieu de terrain. Et Achraf Hakimi, lui, a vraiment ce rôle d'électron libre, qui revient défendre, qui est très offensif. Ça permute des fois, souvent, on voit que c'est Ousmane Dembélé qui redescend, qui défend, et Hakimi qui est très, très, très haut sur le terrain. Donc il y a une vraie permutation, il y a un vrai esprit d'équipe. Et j'apprécie beaucoup, moi, voir ce Paris Saint-Germain. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Et ben moi je vais donner mon joueur à suivre du Paris Saint-Germain, puisqu'on va faire ça en fait à chaque fin de vidéo, on donnera un joueur à suivre sur le club en question. Mon joueur à suivre pour le Paris Saint-Germain, bah écoute, malgré toutes les critiques qu'il peut avoir, c'est Ousmane Dembélé, parce que je pense qu'il est très important dans le système de Luis Enrique. J'ai hésité longuement, vous l'avez vu, entre lui et Vitinha pour l'homme clé de ce système. Finalement je pense que je penche sur Ousmane Dembélé parce que il a tout, il a pris le numéro 10. Il est français et il représente quelque chose de nouveau pour ce Paris Saint-Germain. Alors il a cette étiquette de joueur fragile. Je pense que c'est le moment pour lui de faire taire les critiques et de prouver et de montrer qu'il est, au-delà d'un joueur de statistiques, il est un joueur important pour cette équipe et il ne faut pas l'oublier. C'est à souligner qu'il permet cette liberté à Achraf Hakimi, à Carlos Soler, aux joueurs qui occupent ce poste de... j'aime pas le dire, mais oui, de pseudo latéral droit. Donc il est assez essentiel dans ce système. Et je pense que ouais, c'est mon joueur à suivre du côté du Paris Saint-Germain cette année. Ouais, très créateur, Ousmane Dembélé. Ah ouais, c'est clair. Pour être un féru de data, quand tu vois un indice de création à 2,58 qui est le meilleur en Ligue 1. Je crois que c'est 2,36 Baptiste, il me semble. 2,36, Il pas me semble. 2,58. Attends. J'avais lu 2,58 moi. Bouge pas, tu sais quoi, on va le vérifier tout de suite en direct. Il est à 2,36. 2,36. Indice de création Ok, à 2,36. j'avais vu 2,58. Et c'est le meilleur du monde dans ce domaine. Ouais, En tout voilà, cas, à donc, l'instant T, au moment où on tourne cette vidéo, il est à 2,36 d'indice de création. Et après, voilà, c'est pareil. Ousmane Dembélé, mine de rien, tu le prends parce que c'est un passeur plus qu'un finisseur. C'est ça. Et on le voit sur ce début de saison, il est à 4 passes décisives au moment où on tourne cette vidéo. Il est là. Il est là. Alors oui, certes, certains pourront dire que oui, les supporters parisiens sont indulgents avec Ousmane Dembélé, mais pas avec Lionel Messi, etc. Oui, mais la vision, le jeu du Paris Saint-Germain a beaucoup changé. C'est plus les mêmes besoins. On a besoin de joueurs qui sont utiles au collectif. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire. En tout cas, moi personnellement, je me satisfais du rendement d'Ousmane Dembélé. C'est sûr qu'un petit but, et au vu des occasions qui se créent, oui, on peut comprendre la frustration de certains. Mais je pense qu'il faut pas s'enfermer et il faut pas en vouloir à Ousmane Dembélé de rater ses actions. Il fait un début de saison qui est top pour moi.
Effectivement, il y a du déchet, il y a de l'entêtement sur certains gestes techniques. Moi, j'ai l'impression des fois de ressentir une envie d'humilier un adversaire. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais quand on se concentre vraiment sur le joueur, on se rend compte qu'il est vraiment essentiel un peu à ce système du Paris Saint-Germain. Bah voilà pour cette analyse au tableau, j'ai moins le trac. J'ai l'impression que l'exposé a été validé. J'ai vraiment cette sensation d'avoir été à l'école, je te jure. Je voudrais faire un petit point sur les points négatifs qu'on peut voir avec Luis Enrique. Moi j'en ai un gros que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'il n'a pas entraîné de club depuis 2017. Je pense que ça peut se ressentir au fil d'une saison. Ça peut être long. Est-ce que, aussi au vu de ce qu'il demande physiquement à ses joueurs, c'est-à-dire une sorte de pressing constant, est-ce que ça peut tenir sur la saison ? On sait que les joueurs du Paris Saint-Germain ont une tendance à se blesser, même les dernières recrues, Ousmane Dembélé, Kangin Lee, on a vu qu'il avait déjà chuté, fait une première blessure. Est-ce qu'il va pouvoir tenir tout le long physiquement ? La question se pose aussi sur mentalement. Quand on a un entraîneur qui est tantôt joyeux, tantôt très, très déçu, qui peut attaquer ses joueurs en conférence de presse, est-ce que le vestiaire du Paris Saint-Germain a été habitué à ça ? Je ne crois pas. Ça a été plutôt de la calinothérapie sur les dernières années. Donc est-ce qu'un entraîneur piquant, est-ce qu'au contraire ça va tout changer en positif ou en négatif ? Je demande à voir. Face à un pressing haut, on a vu que le jeu se refermait complètement et que du coup les schémas de passe qui étaient du coup assez simples pour ressortir deviennent très compliqués. Il y a une sorte de stress en fait à la ressortie du ballon avec un Donnarumma qui n'est pas du tout à l'aise avec son jeu au pied. On voit que Skriniar, c'est un peu compliqué aussi sur ce début de saison. Donc voilà, il y a quand même quelques points négatifs à souligner. Il faut voir au long de la saison, à titre personnel, et je ne sais pas ce que penseront les supporters parisiens de cette idée, mais à titre personnel, moi, je m'attends à rien. Je vois une saison du PSG comme étant une saison de test, une saison du renouveau, c'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, je n'attends rien, en Ligue 1, je n'attends rien. Il faut être aussi, je pense, un peu indulgent et laisser aux joueurs et à l'entraîneur s'adapter à ce nouveau contexte, à cette nouvelle équipe, un effectif qui a été complètement remodelé quasiment de A à Z. Donc voilà, je demande à voir ce que ça va donner Luis Enrique sur ce début de saison. Baptiste, j'avais une petite question Dis-moi. à te poser, toi qui l'as vu en vrai, puisque Baptiste, on le voit à ta casquette supporter rémois et même au training, bien sûr. Oui, évidemment. Baptiste, supporter rémois, tu l'as vu venir à ton stade Auguste Delaune. J'aimerais poser une petite question sur Kylian Mbappé et sur même le groupe. Est-ce que pour toi, Kylian Mbappé, est-ce qu'il est vraiment adapté à ce que demande Luis Enrique ? Et est-ce que c'est devenu toujours aujourd'hui une réelle menace ou est-ce qu'aujourd'hui on parle d'un collectif parisien ? Est-ce que c'est le collectif parisien qui fait peur ? J'irai comme chaque année, mais quand je vais voir des matchs au stade, je me méfie toujours de l'équipe. Et on voit le Paris Saint-Germain, on voit les jeux de passe, tout. C'est l'équipe entière qui fait peur. C'est plus aujourd'hui 3 joueurs devant. C'est plus la Kylian dépendance qu'il y a pu avoir l'année dernière. Ouais, c'est ça, mais même les 3 de devant, quand tu vois Messi, Neymar et Mbappé devant, ça fait tout de suite peur au niveau des noms. Au niveau de l'individualité, ouais, c'est clair. Mais là, cette année, ouais, tu sens que même face à des Kangin Lee, face à des Vitinha, tu sais que tu as des joueurs de qualité devant. Et c'est tout de suite très impressionnant. Les passes, elles vont toujours être précises. Et est-ce que pour toi, Kylian Mbappé est adapté à ce que demande Luis Enrique ? À ce pressing constant, à ce repositionnement un peu, on ne sait pas trop, de faux numéro 9 derrière Ramos, derrière Colomwani, on ne sait pas vraiment. Est-ce que pour toi, c'est adapté, Mbappé, ou est-ce qu'il est un peu perdu au milieu l'intrus au milieu du village ? Moi, sur le match que j'ai vu en vrai, je l'ai un peu trouvé perdu. Maintenant, à la télé, tu le trouves pas trop perdu. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. Le ressenti stade est complètement différent du ressenti télé. J'en ai vu beaucoup des matchs de Paris à la télé, les vendredis soirs, quand il y avait Montpellier, quand il y avait d'autres matchs, je les regarde. Maintenant, est-ce que Kylian Mbappé est adapté ? Tu le sens perdu quand tu es au stade, tu le sens moins perdu, mais quand même un petit peu. Ouais. Ça mettra du temps. Ouais, c'est sûr, parce que c'est un rôle complètement nouveau pour lui. Mais c'est un rôle complètement nouveau. Complet, quoi. En équipe de France, il évolue à droite, à gauche. Ouais, voilà. Ça, c'est un moment qu'il a pu jouer à droite en équipe de France, mais oui, c'est vrai qu'il a été assez modulable. Il a joué neuf, il a joué faux neuf, il a joué à gauche, il a joué en tant qu'ailier, oui, à droite quand il avait 18-19 ans au tout début de sa carrière. Avec l'équipe de France, même avec le PSG, il jouait à droite quand il y avait, je me rappelle, Cavani, Neymar à gauche et Mbappé qui jouait à droite. Ouais, il a démarré au PSG à droite. Ouais, alors qu'il était à gauche à Monaco. Et après, il a été remis dans l'axe, je crois, à Monaco à un moment donné. Ouais, c'est ça, il a été remis dans l'axe parce que il y avait un genre de 4-4-2 ou
ou de Oui, 4-3-3 c'était un truc comme ça, avec ouais. Il me semble. ou 4-3-1-2 bizarre avec Valère Germain derrière Ouais. et Falcao et Ouais, lui ouais. devant. Il y avait une ou- espèce de sorte de permutation où Mbappé n'était pas spécialement neuf, mais il avait en tout cas ce rôle de. Ouais, il était plus Ouais, offensif. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Non, mais écoute, ok, bah, c'est intéressant d'avoir ton avis. Moi, j'avoue que je partage le même avis que toi. Je le trouve un peu perdu. Après, voilà, il fait ses stats, mais ouais, je trouve qu'il est quand même un peu perdu dans ce rôle-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça prendra du temps. Il faut qu'il s'adapte. Bah, justement, on l'a vu contre toi, il a commencé à faire quelques retours défensifs. On a vu qu'il savait les faire. Ça Ouais, fait un c'est moment ça. qu'on les attend. Des on courses, l'a vu des courses de faire. 40 mètres. Il a fait des courses t'es de 40 surpris. mètres. Il a été plutôt bon. Je me rappelle, oui, de ce match face à Reims, il a été plutôt bon. Il a eu beaucoup de déchets, mais après, voilà, je pense que c'est ce nouveau rôle qui doit peut-être un peu le perturber. Il a aussi toute son histoire contractuelle. On ne sait pas s'il va rester, s'il va prolonger, si c'est un peu perdu. Donc, écoute, je te remercie, Baptiste. Pas de rien. J'espère Après, que. je t'avoue que être perdu et être à 13 buts Oui. déjà, puisqu'on tourne cette vidéo lors de la trêve Lors de la de trêve novembre. de novembre, ouais, il est à 13 buts. Vous, quand vous verrez cette vidéo, il sera peut-être à 70. Non, mais c'est ça. Mais être perdu et être à 13 buts, franchement, je prends tous les jours. Ah, c'est clair. Tout le monde prend tous les jours dans n'importe quelle équipe. C'est hein. clair. On espère pour lui qu'en tout cas dans le jeu il aura moins de déchets. Voilà, maintenant vous savez à peu près comment joue Luis Enrique. Si vous avez des précisions, si vous avez votre analyse à apporter, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. C'est là pour ça. Je rappelle que ce sont nos analyses, c'est ce qu'on a vu nous sur les matchs qu'on a pu voir du Paris Saint-Germain et des autres équipes qu'on vous présentera. Donc ce sont vraiment nos analyses. Écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure sur la chaîne Ballon Pied. Salut à tous. Salut à tous.